Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Pendant que des mouvements suscitent la candidature de leur leader pour la présidentielle de 2026, le chef de l'État Patrice Talon multiplie récemment ses apparitions médiatiques, surprenant certains observateurs. Quel est l'objectif précis de ces interventions et pourquoi cette nouvelle stratégie? Point d'interrogation. Nous abordons ces questions dans l'émission La Position de ce jour, assez sur le thème « La présidentielle de 2026 au Bénin sera-t-elle fortement disputée avec plusieurs candidats en lice ?» Grand point d'interrogation. Notre invité, Dr Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance de l'État, va partager son expertise avec nous. Cher invité, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir donné l'occasion de me retrouver moi aussi sur Guérit TV. C'est un honneur pour nous quand même de vous avoir dans nos locaux, sachant que personnellement, vous êtes plus qu'un invité. Merci. Alors, première question pour vous tout de suite et maintenant. À 2 ans de la fin du mandat du chef de l'État Patrice Talon, quelle lecture faites-vous du paysage politique béninois? Oui, mais vous constatez avec moi que le paysage politique béninois est bouillonnant, que le paysage politique béninois est assez remué ces derniers temps. C'est assez remué par une seule chose, c'est le fait que Yahi Boni soit devenu président du parti Les Démocrates, qui, à mon humble avis, bouscule un peu les lignes depuis qu'il a pris la tête donc, du parti, bouscule un peu les lignes, essaie de titiller son ami Patrice Talon et fait de sorte qu'il puisse réagir sur un certain nombre de sujets. Et vous constatez donc que le chef de l'État aussi se trouve dans l'obligation de donner des répliques de temps à autre. Donc on a une vie politique un peu plus animée. Une vie politique, il reste à voir que les partis du chef de l'État, les partis qui se réclament du chef de l'État, se mettent aussi en activité et plus d'activité et qu'ils puissent continuer donc de s'exprimer pour défendre le bilan du président Talon. Mais voilà, c'est l'arrivée du président Yahi Boni à la tête des démocrates a changé vraiment la donne politique au Bénin. Et donc, beaucoup de mouvements ces derniers temps. Vous voyez à peu près même la FCBE qui ne bougeait pas du tout, a commencé maintenant à sortir, a commencé à prendre des positions. Et voilà, moi je peux que remercier les acteurs politiques pour ce On peut donc dire aujourd'hui que l'opposition a un poids sur l'échiquier politique. Absolument, l'opposition met une pression terrible sur la mouvance, je vais dire, un poids terrible, une pression, je vais dire, une pression terrible sur la mouvance. D'abord au Parlement, vous voyez comment l'opposition prend la parole de temps à autre, prend la parole souvent pour remettre en cause tel ou tel aspect, donc des choses qui sont discutées. Vous voyez comment ils ont agité un peu la question autour de la loi sur l'amnistie pendant des semaines, avant qu'on ne commence à entendre le président dire que lui ne soutient pas cette loi et que la commission des lois aussi prenne une décision contre, donc prennent, on va dire, une position
contre, puisque la loi n'est pas encore rejetée ou adoptée. Il faut maintenant que ça aille en plénière pour qu'on sache si c'est adopté ou rejeté. Donc, en fait, je peux dire que l'arrivée des démocrates d'abord, l'arrivée des démocrates d'abord dans l'action politique, et puis après, dans l'espace, je veux dire, dans l'espace politique légal, parce qu'ils existaient, mais ils n'étaient pas dans l'espace politique légal. Donc, leur arrivée dans l'espace politique légal a fait vraiment bouger beaucoup de choses. Et ensuite, l'arrivée du président Yahi Boni, à la tête du parti Les Démocrates, a vraiment changé complètement le cours des choses. Vous voyez, on est passé de ce que moi j'appelais il y a encore quelques semaines la démocratie au secret vers maintenant une démocratie qui vit. Et pourquoi vous qualifiez ça de démocratie secrète? Ben écoutez, nous étions dans une situation où les gens, on n'entend rien. Même la FCB qui se réclamait de l'opposition ne disait rien sur la vie politique de notre pays. On a des problèmes d'inflation, on a tellement de problèmes, on n'entendait rien du tout. Et quand une décision va venir, vous savez, c'est toujours dans la nuit. Vous êtes à Porto-Novo, naturellement, c'est dans la nuit que les décisions se prenaient. Et quand ça doit se prendre, le citoyen n'en sait rien. La Constitution qui a été votée nuitamment, vous savez que le citoyen a découvert la Constitution seulement lorsqu'elle a été votée. Vous voyez à peu près, donc le citoyen ne pouvait pas voir cette Constitution et débattre de la Constitution avant qu'elle ne soit votée. Mais quand on a voté, vous voyez maintenant tous les problèmes qui tournent autour de cette Constitution. Donc voilà, c'est que on avait une démocratie au secret, donc on s'entendait entre soi comme dans un grand mur, de ces mouvements que nous connaissons. Et on se barricade devant le mur et le citoyen ne doit rien savoir. Et on dit les choses au nom du citoyen. Et au nom de ce qu'on est dans une démocratie représentative. Mais écoutez, une démocratie représentative ne veut pas dire qu'on doit faire les choses dans le secret. La démocratie veut que le citoyen soit au courant de ce qui se fait, qu'on le dise, qu'on débatte autour des questions qui préoccupent la vie de la nation. Et cela est important à savoir. Donc, démocratie au secret, c'était cela. C'était vraiment une démocratie où on ne devrait rien savoir de ce qui se passe. Vous voyez, même jusque-là, les partis de la mouvance gardent encore ces attitudes de démocratie au secret où ils ne communiquent sur rien du tout, rien du tout. Et vous voyez, après, donc on va vers les élections. Donc, vous voyez seulement les partis politiques lorsque nous avons les élections à la veille, 15 jours avant. Et voilà, nous sommes dans les élections. Paul-Marie Wessou, en 6 semaines, on a remarqué que le locataire de la Marina a eu à faire 5 sorties médiatiques. Selon vous, quels sont les enjeux qui peuvent motiver le président Patrice Talon à communiquer autant avec le peuple? Bon, d'abord, dans un premier temps, il faut remarquer, comme je venais de le dire, que les partis qui le soutiennent ne communiquent pas. Il n'avait pas l'habitude de communiquer, on ne le connaissait pas ce côté. Oui, bien sûr. Le président lui-même ne communiquait pas. Les partis qui le soutenaient aussi ne communiquaient pas. Mais depuis que les partis qui le soutiennent sortent et communiquent, vous constatez qu'ils passent. Ils n'ont pas un discours clair qui dit exactement ce que nous pouvons comprendre de la position du président de la République. Vous voyez, toutes les communications que ces partis-là ont faites ces derniers temps, à savoir autour de la proposition de révision de la Constitution, toutes les sorties qu'ils ont faites nous ont pas permis de comprendre clairement où ils veulent aller et pourquoi ils veulent aller là. Mais quand le président est sorti, vous voyez à peu près, il est sorti, le jeudi, je crois, jeudi dans la matinée. Donc, vous voyez, là, on comprend mieux ses intentions à lui. On comprend mieux là où il pense qu'on doit aller. On comprend mieux ce qu'il pense des acteurs politiques, y compris ceux de son camp,
que ceux du camp opposé, on comprend mieux sa vision des choses et sa position sur les choses. Et donc, il y a une nécessité, cela veut dire qu'il y a un déficit qui n'est pas comblé. Malgré qu'on ait un porte-parole du gouvernement, malgré qu'on ait des partis qui sont supposés normalement être en train de nous expliquer ce que lui fait, on ne comprend pas toujours ses positions. Vous constatez que dans la sortie, donc dans la conférence de presse, le point central, c'était la question de la révision de la Constitution. Et sur cette question, tout le monde est hanté par l'idée que le président veut pousser à la révision pour pouvoir s'offrir un troisième mandat. Et cela, sa sortie hier, cela, je veux dire, n'a pas été clarifié par les partis qui le soutiennent, qui eux-mêmes se sont enfoncés dans une proposition de révision qui va dans un sens qui est dramatique pour notre pays. C'est-à-dire que depuis les élections, je veux dire depuis 2016, les élections qui ont suivi après 2016, toutes les élections tendent à exclure, à réduire le champ de choix de l'électeur. Toutes les élections organisées sous Talon ont été donc dans le sens de réduire le champ de choix de l'électeur. Et c'est encore cela qu'il voulait nous proposer à travers cette proposition de révision, réduire le champ de choix pour qu'on ne lise pas un président et qu'après on élise un parlement. Donc qu'on ne lise pas un parlement et qu'on élise après un président pour que les deux se retrouvent en situation de cohabitation. C'est le peuple béninois qui choisit. Il est libre de décider qu'il y ait cohabitation, qu'il n'y ait pas cohabitation. Donc pourquoi les politiques veulent, eux, réfléchir à la place du peuple? C'est ça le problème. Donc en réalité, les partis du président de la République, ne communiquent pas bien, ne communiquent pas du tout, ne communiquaient pas du tout, commencent à sortir petit à petit, mais ne communiquent pas bien. Et donc il y a un déficit et une compréhension, une mauvaise compréhension qui nourrit une certaine polémique dans le pays que le président veut faire un troisième mandat, Et donc, il y a cette nécessité-là de sortir et de clarifier les choses, de dire clairement que lui n'est pas demandeur d'un troisième mandat, que lui n'est pas demandeur d'une révision de la Constitution et que lui s'en va en 2026, mais qu'il laisse le choix aux députés de s'entendre. Et pour les rares fois que moi je l'entends, maintenant utiliser le mot consensus. Consensus. Et que pensez-vous même du chef de l'État qui aujourd'hui opte pour le consensus? Oui, je crois, comme je l'ai dit par ailleurs, je crois que le président de la République, on peut distinguer deux personnalités, deux talons. De talons. Oui, on peut. Le premier talon. Le premier talon va de 2016 à 2021. Et le deuxième talon? Le deuxième talon a pris, comment dirais-je, son cours depuis, je vais dire, l'investiture après l'investiture du second mandat. Le premier talon était tourné vers aller droit dans le mur. Quel que soit ce qui se passe, on fonce droit, on regarde ni à gauche, on regarde ni à droite, on n'écoute personne, on fait ce qu'on veut faire. Ça, c'est le premier talon. Et le second talon, depuis donc l'investiture du second mandat, a annoncé démocratie, bonne gouvernance et liberté. Et je crois qu'on a attendu un peu que l'ancien talon, qu'il y ait une transition donc de l'ancien talon vers le nouveau talon. Et je crois qu'on a maintenant un nouveau talon. Un nouveau talon. On est encore qu'au début, puisque les interventions médiatiques ont commencé, je vais dire, en novembre. Donc, on a encore du temps pour apprécier ce nouveau talon qui, bien sûr, nous dit, oui, moi, je veux descendre et Dieu veut quand même pouvoir laisser un système en place qui fonctionne normalement. Et c'est toujours les enjeux politiques qui nous amènent à voir aujourd'hui un deuxième talon.
Bien sûr, c'est les enjeux politiques, parce que, en fait, la politique, c'est la vie nationale. La politique structure tout. On ne peut rien faire, on ne peut rien penser. Vous ne pouvez pas créer de l'emploi sans la politique. Vous ne pouvez même pas faire une économie qui se développe sans la politique. La politique détermine et conditionne tout. Mais dans le premier mandat, c'est qu'on avait voulu mettre la politique entre parenthèses et dire qu'on fait le développement. Il n'y a pas de développement sans la politique. Et l'âme béninoise, puisque le Bénin a une âme, l'âme béninoise n'est pas une âme qui ressemble à celle des Chinois. L'âme béninoise, c'est une âme bouillante, c'est une âme, même sous la Révolution, qui disons, s'affrontait avec elle-même sur plusieurs sujets, même sous la Révolution, je vous le dis, parce que la Révolution, c'est quand même notre référence de dictature dans ce pays. Mais cette âme, vous pouvez tout faire, vous pouvez la contenir pendant un temps, mais vous ne pouvez pas la contenir pendant longtemps. Et donc, je crois que c'est vers ça, c'est cette compréhension que je crois que le président a de plus en plus de ce qui se passe. Et donc, on constate qu'il y a une nouvelle approche qu'il adopte. Donc, il parle maintenant de consensus, parce qu'avant, c'était qu'il faut sortir le mot consensus de tout ce que on devrait faire politiquement, puis agir et aller de l'avant. Comme je l'ai dit, le chien aboie, mais la caravane passe. C'était ça. Donc, on est passé du chien aboie, la caravane passe, à maintenant, quelqu'un qui écoute. Vous voyez, regardez dans la conférence de presse la dernière fois. Et le président dit, oui, que confronté au problème du Niger, lui veut bien qu'on lui dise qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il veut entendre les intellectuels, les politiques, les hommes des médias, qu'il veut les entendre lui parler, lui proposer des solutions. Vous voyez, ça c'est un tout autre talent. C'est un tout autre talent comparé à ce que nous avons eu de 2016 à 2021. Donc, il faut voir les deux talents. Et vous voyez, il y a ceux qui disent que oui, il fait tout ça, mais c'est la bonne foi, il faut lui accorder la bonne foi, il faut ceci. Oui, c'est une bonne chose que de lui accorder la bonne foi. Mais il ne faut pas oublier, comme je l'explique. Ça serait quand même difficile d'oublier le premier talent. Ah, voilà, c'est difficile d'oublier le premier talent, mais c'est à lui de faire de sorte que les Béninois gomment le premier talent. C'est à lui de le faire. Et pour le faire, il est sur la bonne pente maintenant. Moi, je le dis sincèrement. Il est sur la bonne pente. C'est d'expliquer, d'expliquer, d'interagir avec les populations, d'interagir avec eux et de leur dire mais pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. S'il le fait, moi, je crois qu'il s'accordera encore plus de crédit que le premier talent n'en a eu. Voilà. Et si le chef de l'État ne souhaite pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution, que suggérez-vous aux législateurs dans le processus de la rélecture du code électoral sans réviser la Constitution? Ben écoutez, ce qu'on leur a demandé, ce que la Cour leur a demandé, c'est de faire de sorte de réviser le code pour qu'il n'y ait plus ce chevauchement de 2 ou 3 ou 4 ou 5 jours entre le moment où on accorde les parrainages et ce qui constitue donc le moment du démarrage du processus électoral pour la présidence de la République et le moment où eux ils ont été élus et installés. Bon, la première des choses qu'il faut dire, parce que j'ai entendu le président dire que en fait le problème qui se pose c'est est-ce que c'est le groupe de députés et maires qui est là maintenant, qui doit parrainer ou faut-il laisser les nouveaux maires et députés élus parrainer? Et lui, il a fait déjà son choix, donc dans sa compréhension à lui, donc de la loi qui est votée, puisque la loi qui est votée est impersonnelle. Ce n'est pas une loi talon, c'est une loi pour tout le monde. Donc lui, dans sa compréhension, c'est que ce sont les députés qui seront élus qui vont parrainer. Et par conséquent, les anciens députés, poursuivant leurs intérêts, veulent garder la main pour pouvoir
parrainer. Bien. Qu'à cela ne tienne, moi je crois que c'est de la bonne guerre. Parce que, oui, ce sont, comment dirais-je, ce sont les éléments dont il fallait tenir compte lorsqu'on faisait la Constitution donc, et le Code électoral. Voilà, lorsqu'on révisait la Constitution et qu'on créait le Code électoral que nous avons aujourd'hui. Ce sont des choses auxquelles, parce que la sociologie béninoise a des principes qu'il faut reconnaître. Si vous ne tenez pas compte de ça et vous faites des lois et vous pensez que le Béninois va s'allier sur les lois, quelle que soit leur nature, vous vous trompez. Il y a des comportements béninois qui sont typiquement béninois. Il y a des comportements qui sont partagés par nous tous humains, mais il y a des comportements qui sont typiquement béninois. Et il faut en tenir compte, donc tenir compte du contexte chaque fois que nous voulons prendre des lois. Cette question de parrainage, si ça ne tient qu'à moi, on n'aurait même pas dû mettre parrainage là-dedans. Sinon, si on met parrainage là-dedans, il faut faire parrainage du citoyen. En ce moment, on est sûr que les parrainages ne seraient pas source de marchandage, source de commerce, entre commerce politique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, où les uns vont donner de l'argent pour recevoir les parrainages de ci ou de ça, puisque nous avons une longue histoire politique et marquée par des faits politiques que nous connaissons. Donc, si on devrait mettre un parrainage pour moi, il fallait simplement aller vers le parrainage citoyen, ce qui libère, c'est vrai, même du côté des citoyens, ça peut toujours donner lieu à on donne de l'argent avant de donner le parrainage, mais je crois que ça libère plus le jeu que d'aller demander aux députés que nous avons de parrainer. Mais une fois qu'on l'a fait et que la loi est celle qu'elle est et qui est devant nous, ben écoutez, chacun doit défendre son camp. Chacun doit défendre son camp et je pense que les députés ne font encore rien d'illégal en demandant que ce soit eux qui doivent parrainer le prochain président de la République. Maintenant, c'est de bonne guerre si ils arrivent, il s'agit de voir le code et de voir comment... mais moi, j'ai comme l'impression que la sortie du président sur cette question, qui pense que seuls les députés et les maires nouveaux ont le droit de parrainer, est en contradiction avec ce que la Cour a dit, puisque la Cour a résolu déjà le problème des députés. Ce sont ceux qui sont là qui vont parrainer le présidentiel à venir. Mais les maires, c'est surtout à ce niveau que se posait le problème. Maintenant, bon, dans sa sortie, on se retrouve à zéro, y compris députés et maires, selon lui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de là? Ce qui est sûr, la Cour a déjà pris une position, et ça, on ne peut pas changer cette position. Maintenant, si nous en tenons à ce que lui l'a dit, et si nous en tenons au vrai problème, c'est-à-dire cette partie des maires qui ne seraient pas encore installés pour parrainer, pour régler le problème, moi je l'ai déjà dit, il faut revoir les dates de sorte qu'on recule pour que les maires actuels parrainent, point final, et nous sommes quittes. On dira que oui, les maires ne sont plus en fonction, pourquoi ils vont parrainer? Oui, et s'ils ne sont plus en fonction, ça va encore augmenter les enchères. ça va encore augmenter les enchères. Mais que voulez-vous? C'est pas nous qui avons fait la loi. La loi, c'est eux-mêmes, et la loi, elle est ainsi, et il faut donc vivre la loi. Moi, je pense qu'il est important qu'on retienne que on peut régler le problème des dates sans toucher à la Constitution. Et il n'est même pas nécessaire de toucher à la Constitution. Lui-même, il a dit, il n'est pas nécessaire de toucher à la Constitution. Et on règle ce problème. On va passer cette étape. On ira vers les élections avec les lois telles qu'elles sont. Et après cela, nous allons repenser notre Constitution. Parce que la Constitution a beaucoup de problèmes. Paul-Marie Ouessou, après les élections exclusives de 2021, peut-on dire aujourd'hui sans risque de se tromper que le chef de l'État recherche une élection inclusive en 2026?
Bon, à croire à ces propos, je crois que de plus en plus, il donne des signaux qui laissent croire qu'il lève la main un peu sur le processus électoral. Il donne des signaux, mais ça, ce ne sont que des signaux verbaux pour le moment. Il faut que l'on rentre dans le processus effectivement et qu'on constate les faits. Les faits, c'est-à-dire lorsque nous allons commencer à rentrer dans les questions de parrainage, nous allons commencer à rentrer, parce que là aussi se trouve une question, parce qu'il a été question pendant longtemps ici de qui va parrainer. Est-ce que les partis politiques ne vont pas donner leur quitus avant qu'on ne parraine? Et là, nous on avait dit, attention, il faut laisser la liberté aux députés de parrainer sans que les partis, sans qu'ils ne soient obligés de recevoir des injonctions des partis politiques. Bon, je crois que dans son esprit, ça a été clarifié maintenant, puisque dans sa sortie sur l'OATB l'année dernière, c'était pas clair que les députés pouvaient jouir d'une certaine indépendance dans le jeu du parrainage. Mais de son explication la dernière fois, et c'est pour cela que je disais que c'est très important qu'il communique, qu'il s'explique. Dans son intervention de la dernière fois, il a dit clairement que les députés sont libres, que les députés doivent prendre leurs responsabilités. Donc, en quelque sorte, si ça dérape, on peut situer les responsabilités désormais. Il dit, ce sont les députés, ce n'est pas Talon. Donc, il a commencé à prendre une certaine distance par rapport aux députés. Il les appelle même des députés qui se réclament de son camp. Il n'a pas dit « mes députés ». Le président tient beaucoup à son image dans cette phase de sortie donc, de son mandat. Il tient beaucoup à son image et la perception que nous avons de lui, cette perception ne peut changer que s'il persiste et donne des signaux forts, réels, concrets pour montrer que du talon 1 que nous connaissons, on a évolué vers un talon 2 qui est en phase avec les populations. Dr Paul-Marie Ouesso, nous tendons peu à peu vers la fin de cette émission. Mais en dehors d'Olivier Bokor et de Johannes Dayon, dont les noms sont cités pour la prochaine présidentielle, voyez-vous d'autres personnalités capables de faire le job? Vous voulez dire d'autres personnalités dans le camp de la mouvance ou bien d'autres personnalités, soit de la mouvance ou bien de l'opposition? Moi, je ne pense même pas que vous avez cité les personnalités qui doivent normalement faire le job, parce que Johannes Dayon et Olivier Bokor n'ont connu le pouvoir d'État que sous l'ombre de Talon. Et moi, je connais des gens qui sont dans le champ politique et qui ont fait quand même leur chemin dans le champ politique. On peut citer Eric Hundete, on peut citer Nourinou Atchadé, mais on peut citer d'autres qui sont dans d'autres camps et qui sont nombreux, qui sont capables de conduire le pays aujourd'hui dans le processus électoral et qui sont capables aussi de devenir des présidents qui peuvent faire un véritable travail. Moi, je ne voudrais pas focaliser l'attention sur ces personnalités que vous avez citées parce que tout le monde en parle comme si ils ont découvert brutalement un talent donc d'homme d'État. En réalité, vous savez, le problème que nous avons eu avec le président Talon et que nous risquons d'avoir avec le président qui va suivre, c'est que le président apprend sur le tas, quoi. Donc, learning in the job, vous comprenez un peu. Donc, il apprend en faisant. Et cela a son avantage, comme ça, ses inconvénients. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'essais qui sont faits dans telle direction, et on constate que, oui, la direction prise n'est pas bonne, et on doit revenir en arrière et changer de cours de choses là. C'est un peu cela. Moi, je pense qu'il faut maintenant tourner le regard vers des gens qui ont quand même fait un certain comme qui? Non, mais bon, je sais qu'il y a, pour l'instant,
pour l'instant, bon, j'avais avancé des noms, hein, mais pour l'instant, je constate que les uns les autres ne se prononcent pas. Et bon, moi, je ne vais pas... c'est pas à moi de dire leur nom et dire qu'ils peuvent faire le job. Sauf que, bon, ceux que vous avez cités, eux, ils se prononcent. Mais on sait, et c'est pour cela que j'ai cité les noms, que du côté de l'opposition, il y a donc Atchadé et puis il y a Éric Ounete qui sont des prétendants au trône, enfin, des prétendants à la présidence de la République. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission, mais une dernière question pour vous, Paul-Marie Wissou. Avec l'ex-président Boni Yayi à la tête de la grande formation politique de l'opposition, pourrait-on envisager une fusion des partis politiques de l'opposition dans les prochains jours pour l'alternance au pouvoir? Bon, déjà qu'il faut commencer à clarifier donc ce que nous comprenons par opposition dans notre pays. Vous comprenez que comment on les appelle maintenant, les FTBE, essayent d'exister dans ce duel puissant qui se dessine pour 2026. Ils essaient d'exister en disant en faisant des sorties par-ci, par-là. Bon, souvent, comme quand moi je parle d'eux, ils disent que j'ai quelque chose contre eux. Moi, j'ai rien contre eux, mais c'est que le jeu qui va se jouer en 2026, c'est un jeu, comme vous savez, c'est un jeu c'est un jeu politique de grande envergure. C'est plus grand que ce qu'on a connu jusqu'ici, parce que justement, et nous ne sommes plus dans le contexte où chaque petit parti peut négocier une part donc, dans le processus électoral avant qu'on en arrive à maintenant dégager les grands partis et autres et autres. Aujourd'hui, on a deux grands blocs qui se font face. Deux grands blocs, je vais dire l'opposition et l'opposition à la tête de laquelle se trouve bien sûr le parti Les Démocrates et la mouvance à la mouvance qui fait figure d'avoir deux partis aujourd'hui, mais qui, à mon sens, pèderait à ce jeu-là. C'est-à-dire avoir deux partis comme ils l'ont eu jusqu'ici et prétendre, à moins que chaque parti prenne son indépendance et que se dire que dans la période post-talon, et donc en préparant cette période post-talon, que chaque parti prenne son indépendance et assume son destin, je crois qu'ils vont perdre en jouant à ce jeu où on soutient et en même temps se combat sur le terrain. Je ne sais pas si vous voyez, on dit qu'on soutient le président de la République, mais quand on va vers l'électeur, chacun a un discours contraire au discours de l'autre. Moi, je crois qu'ils vont perdre à ce jeu face aux démocrates. Si les démocrates gardent cette cohésion que Yayi Boni semble avoir amenée au sein du groupe et que le processus donc, de la désignation de leur candidat se fait dans une certaine discipline, je crois que la mouvance perdrait énormément le jeu en se positionnant comme ils l'ont fait là et en se combattant eux-mêmes sur le terrain face aux démocrates. La réalité électorale et la réalité politique chez nous, elle est que désormais, on ne peut pas penser avoir un petit parti, comme vous voyez les partis comme RN, RN et MPL, et les partis comme Moël Bénin, voilà. Ça c'est, à mon sens, aujourd'hui, géographiquement, c'est des partis qui sont géographiquement localisés et limités. Et je veux dire, le parti RN a dit qu'il veut maintenant aller à la conquête du Bénin. Je veux bien le croire. Je veux croire qu'ils ont un discours qui va aller à la conquête du Bénin, dans tous les coins du Bénin. Mais ce ne sera pas facile et ce ne sera pas prêt pour 2026. Dans l'idéal? L'idéal, est-ce qu'il faut se fondre dans un autre parti? Ils ont essayé, ils se sont retirés après. Ils ont essayé avec le Bloc républicain, bien sûr, mais ils se sont retirés encore de ce projet. Donc, pour moi,
oui, les petits partis, ou du moins les partis qui n'ont pas eu 10% aux élections que nous avons, les élections de 2023, les partis qui n'ont pas eu 10% à cette élection auront de la difficulté, vraiment de la difficulté à exister dans le combat qui se prépare pour 2026. Et pour qu'ils puissent exister, il faudra, comme je l'ai dit, si nous prenons par exemple la FCBE, il faudra que, oui, justement, ils perdent, et, enfin les démocrates, qu'on empêche les démocrates, et vous voyez, nous retournons à la question des élections exclusives, donc qu'on empêche les démocrates de se présenter et qu'on joue le jeu de les ramener pour jouer le jeu de l'opposition. Bon, ça peut être une façon pour eux d'exister. Avec Yayi, on peut espérer une fusion? Non, je ne pense pas avec que Yayi veuille faire une fusion avec la FCBE. Yayi, vous savez donc l'histoire de Yayi avec la FCBE, et je ne pense pas du tout que Yayi ait envie d'aller encore collaborer avec la FCBE. La FCBE se préoccupe beaucoup de Yayi, je vais dire, puisque chaque fois qu'ils sortent, ils ne parlent que de Yayi. Mais Yayi, souvent, lui, il s'en fout pas trop de la FCBE. Et il est vrai qu'entre-temps, une lettre était partie en direction de la FCBE, demandant qu'il y ait une rencontre entre les deux partis. Mais je crois que Yayi n'est pas dans le sens, le président Yayi n'est pas vraiment dans le sens de donner la main ou de tendre la main à la FCBE, au vu de l'histoire que les deux ont connue, à savoir Yayi et la FCBE dans le passé. Voilà. Quel serait donc l'avenir du parti FCBE? Moi, je l'ai déjà dit que la FCBE va disparaître. Je l'ai déjà dit et je le dis sans parti pris, sans aussi chercher à être l'oiseau de mauvais augure, mais la FCBE va disparaître suite aux élections à venir. Ça, c'est clair dans mon esprit. Maintenant, je peux me tromper. Je peux me tromper, mais je crois foncièrement que la FCBE va disparaître parce que le jeu de 10%, il ne peut pas tenir à ce jeu. Et l'enjeu de 2026 et les investissements que vont faire chaque parti donc vont encore leur donner très peu de chances d'être à la hauteur du combat qui profile à l'horizon. Ils pourront toujours garder leur position et faire des propositions comme ils le font déjà maintenant. Pour l'instant, ils ont encore quelques maires qui sont encore en poste. Mais bon, je crois que 2026 va clarifier tout ce paysage et nous permettre de voir un peu plus clair dans le jeu politique au Bénin. Merci à vous, Paul-Marie Wessou. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait l'exercice avec nous. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission La Position. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité et une autre thématique. Au revoir. La position ou la lecture de tel ou tel acteur. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde. La position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.